Alors, pas mal, là. On me voit bien. Bonjour tout le monde. Bonjour les amis. Ok. Alors, si ça s'enregistre, si la vidéo fonctionne, si le son est bon, je vais pouvoir passer à l'attaque de mon sujet. Alors, un gros sujet aujourd'hui, l'huile de coco. Alors, pourquoi est-ce que je veux attaquer ce lourd sujet? Parce que il fait polémique en ce moment. Donc, je suppose que si vous êtes sur ma chaîne, c'est parce que vous œuvrez pour un monde plus propre, une meilleure santé, une sauvegarde de la planète, ou bien que vous souhaitez simplement être en pleine forme. Et aujourd'hui, je vais traiter d'un sujet pas politique, non, pardon, polémique, ce qui est un peu la même chose en fait. Pourquoi l'huile de coco fait débat en ce moment? Donc l'huile de coco, pour moi, elle a été énormément vantée pour ses vertus. Sincèrement, je l'utilise à tour de bras dans mes recettes santé, que vous pouvez voir sur la chaîne, mais aussi que je partage avec les gens que je suis en coaching. L'huile de coco ne serait en définitive, selon la polémique actuelle, on va dire, pas meilleur pour la santé que le beurre ou que l'huile de palme. C'est une étude américaine, en tout cas, qui l'affirme. Et selon l'Association américaine de cardiologie, AHA, cette huile qui parfume délicieusement mes plats, exotiques ou non d'ailleurs, développerait des propriétés toxiques. Alors là, je dois en avoir le cœur net parce que ça remettrait tout en question, mais en tout cas tout ce que je prône. Donc, j'ai lu, toujours dans cette étude américaine, donc j'ai été recherchée et que j'ai traduite et que j'ai donc analysée, un autre paragraphe qui m'a chagrinée, qui disait « Plus encore que le beurre, elle est gavée de graisses saturées à hauteur de 80%. Or, celles-ci sont très nocives pour la santé cardiovasculaire. Et toujours selon cette étude, consommer régulièrement de l'huile de coco fait monter votre cholestérol. » C'est écrit le mauvais cholestérol, évidemment. Donc, fait monter le mauvais cholestérol en flèche. Il y a encore un autre paragraphe qui dit « Quant aux effets bénéfiques pour la santé tant vantés sur le web par des sites plus ou moins fantaisistes ou commerciaux, ils sont totalement inexistants. » C'est toujours ce qu'affirme l'AHA. Pire, chauffer cette huile développe des composés cancérogènes à partir d'une certaine température, sans préciser laquelle, bien sûr. Donc, en ce moment, ce genre d'article fleurit un peu partout sur la toile, ainsi que sur les réseaux sociaux. Mais maintenant, je vous pose la question, en tout cas, elle m'a été posée. Pensez-vous réellement qu'un produit utilisé depuis maintenant, on peut le dire, des millénaires, et reconnu pour ses vertus, au même titre que les plants d'aloe vera, serait aussi mauvais que ça, alors que des populations entières en consomment depuis toujours et n'ont pas de soucis particuliers, je dirais, contrairement aux locaux, c'est-à-dire contrairement à l'Occident qui couvre entre 75 et 80% des maladies cardiovasculaires. Alors, encore un moyen des lobbies de l'industrie agroalimentaire de faire passer les choses saines comme étant nocives, un peu comme ils ont fait avec l'huile ou le beurre de tournesol qui était soi-disant sain, ou bien encore mettre toutes les graisses, montrer les graisses du doigt. Enfin, je ne sais pas. Donc, je suis partie à la recherche et j'ai étudié un petit peu tout ce qui se faisait autour de l'huile de coco, et surtout ce que j'ai cherché à faire, c'est de reprendre scientifiquement chaque point abordé dans cette étude pour pouvoir l'analyser à ma manière. Donc, l'huile de coco, c'est un fait établi, elle est très à la mode ces dernières années. Elle est à multi-usage puisqu'on l'emploie en cuisine, en cosmétique, en soins, en entretien. J'ai même vu l'huile de coco dans les produits ménagers. Donc, c'est vraiment une huile qui est présente comme, je dirais, l'élément incontournable de nos placards.
Alors, est-ce que finalement, elle est vraiment bonne pour la santé? Donc, mon post d'aujourd'hui sera tourné comme ça. C'est comme ça que je vais le rédiger. Excusez-moi, je n'ai pas coupé les sons. Donc, c'est comme ça que je vais le rédiger. Je vais d'abord voir les idées reçues, l'une après l'autre, vous donner les réalités scientifiques, c'est-à-dire est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux, et puis je vais finir par des conseils concrets. Donc, le premier point abordé dans cette étude, c'est l'huile de coco contient de très mauvaises graisses. Voilà, c'est le premier gros pavé, les premières phrases de ces scientifiques. Donc, ma réponse, ça va être c'est vrai et c'est faux. Alors, avec ça, vous êtes bien aidés. L'huile de coco, elle n'est quasiment composée que d'acides gras dits saturés. Ces acides gras sont indispensables à l'organisme, mais nous en consommons en fait aujourd'hui, les Occidentaux, en excès, ce qui augmente le risque des maladies cardiovasculaires en cas de consommation importante de glucides, c'est-à-dire association des graisses saturées, des acides gras saturés et des glucides dans l'alimentation en général. C'est ça qui augmente les risques de maladies cardiovasculaires. Dans les modèles d'alimentation low carb, comme on dit en américain, c'est-à-dire riche en graisse et pauvre en glucides, la consommation d'huile de coco ne pose donc aucun problème, puisqu'il n'y a pas de risque entre les glucides et les acides gras saturés. L'huile de coco possède des acides gras saturés, c'est vrai, mais ils sont particuliers, je dirais même très particuliers par rapport à ceux que l'on connaît. L'huile de coco est constituée à 60% de triglycérides, mais des triglycérides à chaîne moyenne, c'est ce qu'on appelle des TCM, si vous notez ça sur les étiquettes parfois. Donc, c'est des acides gras très particuliers. Pourquoi? Parce que ces TCM, donc ces acides gras à chaîne moyenne, vont aller directement dans le tube digestif vers le foie et ainsi apporter plus rapidement de l'énergie aux cellules, notamment celle du cœur, du cerveau et ensuite des muscles. Mais principalement d'abord, notamment le matin au petit déjeuner, le cœur et le cerveau qui en réclament énormément. Donc il y a certains chercheurs qui mettent en avant le fait que la particularité de ces acides gras ferait de l'huile de coco une huile très intéressante pour la santé. Il n'en reste que ce sont des acides gras saturés. Et c'est bien là le problème, en fait. C'est que dans l'alimentation occidentale omnivore, qui permet de fournir déjà de l'énergie rapidement dans nos cellules avec le taux de glucides et le taux d'acides gras saturés, la teneur en TCM, donc de l'huile de coco, n'apporte rien de spécialement intéressant, en tout cas pour cette catégorie de personnes. Par contre, moi qui m'occupe principalement des végétaliens et des végétaliens, des véganes et aussi des végétariens, mais là je pense particulièrement aux personnes qui sont comme moi, végétaliens. Donc, on n'a pas d'apport en acides gras saturés. Et en fait, les acides gras saturés sont essentiels au corps et à la construction cellulaire. Donc, elle est bénéfique, cette huile de coco. De plus, les triglycérides à chaîne moyenne peuvent être utilisés pour optimiser un régime low carb, dont je vous parlais tout à l'heure, ou en France on dit cétogène, et pauvre en glucides. En effet, les TCM permettent de produire plus facilement et plus rapidement un carburant alternatif aux glucides pour les cellules, c'est-à-dire qu'elles vont tout de suite, comme elles sont synthétisées par le foie, donner de l'énergie. Ça, c'était le premier point. Deuxième point, l'huile de coco provoque du mauvais cholestérol. Voilà. Alors, déjà, comment peut-on prétendre avoir des sources scientifiques et dire une telle ânerie? On va rester poli. Alors, je ne parle pas du site que j'ai vu qui expose l'étude dont je parle aujourd'hui, hein, mais vraiment de la prétendue association américaine AHA qui a réalisé cette dite étude. Donc, s'ils sont scientifiques, ils ne peuvent pas ignorer, c'est impossible, que l'huile de coco est majoritairement composée d'acides gras saturés à chaîne moyenne.
ce que j'ai vu dans la première question. D'accord? Contrairement aux graisses animales, qui, elles, possèdent des acides gras saturés à chaîne longue, ce qui n'a strictement rien à voir d'un point de vue santé et aussi au niveau absorption dans le corps. Alors, il faut que je fasse une petite parenthèse explicative, je pense. Les triglycérides, comment je vais vous expliquer ça simplement? Les triglycérides à chaîne moyenne vont directement dans le foie, c'est ce que je vous ai dit, qui va les métaboliser en énergie et les transformer en cétones, qui sont incroyablement utiles pour le cerveau et les maladies dégénératives, comme par exemple Alzheimer, Parkinson, etc., qui vont attaquer en fait la myéline des gaines nerveuses. Donc, les acides gras à chaîne moyenne sont bons dans le cas de ces maladies, par exemple, à condition que la personne ne fasse pas d'abus des chaînes longues. D'autant plus que ces graisses, ces triglycérides à chaîne moyenne, elles ne vont pas être stockées sous forme de graisse, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir de poignée d'amour, on ne va pas avoir la culotte de cheval, ou bien d'autres petites mignonneries de droite et de gauche. Voilà. Contrairement aux triglycérides à chaîne longue, donc qui sont des graisses saturées animales, les triglycérides à chaîne moyenne se transforment tout de suite en énergie et ne sont pas stockés. Le cholestérol humain, il est lié à la consommation, principalement par exemple du beurre industriel, parce que le beurre industriel actuel, en fait, au lait de vache, est pasteurisé. Il n'a donc plus rien à voir avec le lait des générations passées, à cause des hormones de croissance, des pesticides, des OGM, des antibiotiques. Il y a un beau package dans le beurre, et même le bio, malheureusement, à moins d'avoir une ferme, allez, on va dire au fin fond des montagnes, où les bêtes ne mangent que de l'herbe et du foin, sont à l'abri de tout vaccin, tout antibiotique. Il n'y a pas de pasteurisation du lait à haute température. Voilà. Le souci du beurre actuel, c'est aussi, mais comme du lait d'ailleurs, du lait en brique UHT, c'est aussi la présence du lactose, de la caséine, qui sont très souvent mal tolérés et qui provoquent des soucis digestifs. Donc, dans ce cas particulier, un beurre au lait cru de chèvre bio est préférable. Si en plus vous le clarifiez à la maison, voilà, c'est encore mieux. Bon, je vais arrêter là parce que je pars sur un débat qui est tout autre que l'huile de coco. Donc voilà, c'était pour ma petite parenthèse par rapport à l'absorption des triglycérides à chaîne moyenne. Donc, la consommation de l'huile de coco, je dirais que le problème est le même que pour l'huile de palme. Voilà. Le problème, c'est surtout qu'ils sont présents, l'huile de coco et l'huile de palme sont présents, leur souci, c'est quand ils sont présents de façon hydrogénée. Toutes les huiles végétales du reste, pas seulement l'huile de coco et l'huile de palme d'ailleurs. Mais il s'agit avant tout d'un problème écologique par rapport à l'huile de palme, éthique majeur, avec la déforestation et puis le massacre des animaux. C'est pour ça que je boycotte l'huile de palme. Bon, ça fait partie de mes convictions personnelles, mais sinon, voilà, si je reviens à cette histoire de cholestérol qui était la question numéro 2, d'abord, ce n'est pas scientifique du tout de dire que le LDL est un mauvais cholestérol. Il n'y a pas de bon ou de mauvais cholestérol. Scientifiquement parlant, on ne peut pas dire une telle chose. Il n'y a qu'un seul cholestérol. Donc, encore une fois, scientifiquement, on peut mieux faire. La seule chose qui change, c'est le transporteur du cholestérol. Il est soit HDL, soit LDL, qui n'ont pas la même fonction. Mais bon, j'en parlerai dans une vidéo spéciale cholestérol, si vous voulez, justement, par rapport à l'argument des pathologies cardiovasculaires liées à l'huile de coco. Donc, pour moi, est-ce que l'huile de coco joue sur le cholestérol sanguin? Il suffit simplement de reprendre d'autres études scientifiques, comme par exemple
l'étude du peuple des Tokeloans, Tokeloans, je ne sais pas bien comment on dit dans leur langue, c'est une ethnie en fait qui vit dans le sud du Pacifique. Ce qu'il faut savoir, je vous mettrai le lien de l'étude par exemple en dessous de la vidéo. Leurs apports en calories se font en fait à 56% sous forme de graisse. Donc, ils ont une grosse consommation. Eux, ils sont très low carb, par exemple. Et dans ces 56%, ce qu'il faut savoir, c'est que 90% de l'huile consommée, c'est de l'huile de noix de coco. Ce qui en fait les plus gros mangeurs de graisse au monde et de graisse de coco. Pourtant, leur taux de lipides sanguins est modéré. Il est même très, très, très rare qu'ils souffrent de maladies cardiaques, uniquement quand ils sont occidentalisés. Mais je vous mets le lien dans la vidéo en dessous, vous pourrez aller voir. Après, il y a d'autres analyses scientifiques. Des chercheurs ont constaté le même phénomène, c'est-à-dire l'absence d'infarctus et d'AVC chez un autre peuple qui est gros consommateur de coco. Ce sont les Kitaviens en Mélanésie. C'est pareil, je dois avoir le lien quelque part, je vous le mettrai en barre d'infos. Allez, donc là, on a fait le point sur le cholestérol. Troisième point, l'huile de coco est meilleure pour la santé que l'huile de palme. C'est faux. L'huile de coco contient 92% d'acides gras saturés. Sa cousine, l'huile de palme, n'en contient que 50%. Donc, en comparaison, le beurre, lui, est composé à 68% d'acides gras dits saturés à chaîne longue. L'huile d'olive, elle est à 15%. L'huile de colza, 7%. Donc, l'huile de coco est beaucoup plus riche en acides gras saturés que la plupart des matières grasses terrestres. Donc, comparer l'huile de coco à l'huile de palme est une fausse comparaison. Et je vous ai expliqué pourquoi je ne préconise pas l'huile de palme juste avant. Quatrième point de cette étude, l'huile de coco est souvent utilisée dans l'industrie agroalimentaire et c'est pour ça qu'elle fabrique des maladies cardiovasculaires. Alors, l'huile de coco est souvent utilisée dans l'industrie agroalimentaire, c'est vrai, tout à fait vrai. L'huile de coco, au même titre que l'huile de palme, est souvent utilisée par l'industrie agroalimentaire, dans les pâtisseries industrielles, dans les confiseries et dans tout ce qui est friture. Vous savez, tout ce qui est les beignets, comment ça s'appelle là, les nuggets, etc., etc. Alors, est-ce que on va dire ça autrement. On va rester posé. Les industriels n'emploient, au même titre que l'huile de palme d'ailleurs, que rarement de l'huile de coco vierge extraite à froid. D'ailleurs, ça n'est jamais spécifié sur les emballages. Donc, l'huile de coco vierge extraite à froid, elle est obtenue à partir de la chair fraîche du fruit. D'ailleurs, un jour, je ferai une vidéo sur comment faire votre propre beurre de coco. C'est absolument divin. En fait, les industriels utilisent de l'huile de copra. Peut-être vous avez déjà entendu ça. D'abord parce qu'elle est moins chère et elle est simplement faite à partir de la chair de coco séchée. Et donc, cette huile, elle subit de nombreux traitements, notamment un qui est néfaste pour la santé, qui s'appelle l'hydrogénation. L'hydrogénation, elle est soit totale, soit partielle. Et l'hydrogénation partielle est la plus dangereuse parce que c'est un procédé qui transforme les acides gras saturés en acides gras trans, qui sont très très mauvais pour la santé et à éviter au maximum. Dans certaines revues nutritionnelles, je vois de ne pas les consommer à plus d'une fois par semaine. Moi, je dirais, si vous en consommez 2 fois l'année ou allez, maximum une fois le mois, mais évitez-les de toute façon, elles ne sont pas du tout digérées par le corps et elles sont cumulées et elles sont hautement cancérigènes.
Donc, en fait, ces acides gras trans, qui sont très mauvais pour la santé, elles augmentent fortement le risque de maladies cardiovasculaires, même quand elles sont consommées à faible dose. Et en plus, les industriels ne mentionnent pas sur les produits si les graisses ou les huiles utilisées sont totalement ou partiellement hydrogénées, parce que ce n'est pas quelque chose qui est réglementé et ce n'est pas quelque chose qui est obligatoire non plus. En plus, les gens ont tendance à penser que comme c'est écrit partiellement, c'est à moindre effet, alors qu'en fait c'est pire. Et donc, quant à l'huile de coco hydrogénée ou l'huile de copra, elle n'est pas clairement identifiable sur la liste des ingrédients de nos produits. On peut la trouver sous les dénominations huile végétale ou huile végétale hydrogénée, huile végétale partiellement hydrogénée, matière grasse végétale, plus rarement végétaline. Voilà. Au rayon bio, par exemple, pour trouver, quand on va au rayon des huiles, eh bien, on va trouver l'huile de copra, donc cette huile de coco partiellement hydrogénée, sous le nom d'huile de coco désodorisée. Voilà. Alors, vous ne faites pas avoir, s'il vous plaît, parce que ça veut dire qu'elle est transformée et qu'elle n'est plus bonne à consommer. Certaines personnes vont penser que désodorisée, ça veut dire qu'elle n'a plus le goût de coco, ce qui est vrai d'ailleurs, du reste, mais c'est aussi parce que c'est devenu une huile toxique. On reste pour la santé. 5e point qui est étudié dans cette étude, enfin qui est dit, l'huile de coco n'est pas adaptée pour la cuisson. C'est faux. L'huile de coco supporte les hautes températures. Elle ne se détériore pas sous la chaleur et ne devient pas toxique, ce qui en fait une huile intéressante pour la cuisson. Bien au contraire. Son point de fumée, c'est-à-dire la température à partir de laquelle la fumée est détectée, et que donc à ce moment-là, elle se détériore et que des composés toxiques commencent à se former, est à 232 degrés. Donc, il faut y aller pour la chauffer. Et 232 degrés quand elle est raffinée. Alors, attention, l'huile de coco non raffinée supporte peut-être un peu moins bien la chaleur. Son point de fumée serait à 177 degrés, c'est-à-dire 7 degrés de plus que la température de cuisson des frites ou de beignets. Vous savez, quand vous voulez faire des petits beignets une fois l'an, eh bien, à la chandeleur, je ne sais plus à quelle période on fait des beignets, eh bien, vous faites fondre votre huile de coco dans un petit poêlon. Quand elle est fondue et que votre beignet crépite, c'est 170 degrés. Donc, vous voyez, vous n'allez jamais atteindre 232 degrés. L'huile d'olive est tout aussi intéressante d'ailleurs pour la cuisson parce qu'elle supporte également de fortes températures. Par exemple, l'huile d'olive raffinée, elle a son point de fumée à 252 degrés, 20 degrés de plus que l'huile de coco. Bon, forcément, les huiles d'olive plus fines sont plus sensibles. Les points de fumée de l'huile d'olive vierge sont de 216 degrés. Et celui de l'olive extra vierge, elle va être à 160 degrés. Donc voilà, donc réservez. Alors par contre, toutes les autres huiles végétales ne supportent pas la chaleur au-dessus de 70-80 degrés. Donc, s'il vous plaît, utilisez ces huiles-là pour la cuisson. Réservez vos huiles d'olive fines, extra vierges, très parfumées pour l'assaisonnement. Bon, là, je vous propose d'aller voir mon livre, mon premier livre, le guide du pouvoir de l'alimentation, parce que vous aurez plus de renseignements. J'ai fait tout un chapitre sur les huiles. 6e point qui est abordé dans cette étude, l'huile de coco ne contient aucune vitamine et aucun minéraux. C'est vrai. La noix de coco fraîche est un aliment très très riche en vitamines et en minéraux. Si vous faites du lait avec la noix de coco fraîche, vous allez obtenir la même valeur nutritive que le lait d'une maman quand on allaite.
une maman humaine. Donc c'est vraiment un lait très très nourrissant et excellent. Mais par contre, sa transformation en huile lui fait perdre tous ses avantages nutritionnels, enfin, quasiment tous ses avantages nutritionnels, en tout cas ses vitamines et ses minéraux. Elle ne contiendra plus aucun minéraux et quasiment plus de vitamines. Donc, sauf la vitamine E qui supporte la transformation et qui du coup confère à l'huile de coco un rôle d'antioxydant. Voilà. Par contre, l'huile de coco garde un avantage quand même, c'est sa teneur en agent antibactérien, qui aide à lutter contre les infections intestinales et digestives. Donc, par exemple, quand on a des soucis dans la bouche ou à la gorge, sur l'œsophage, des choses comme ça, des irritations ou des infections, c'est parfait. C'est pour ça aussi qu'on en donne aussi aux personnes qui ont des soucis de dégénérescence nerveuse. Alors, finalement, que faire? Que faire? Grosse question. Est-ce que je continue à consommer de l'huile de coco? Est-ce que je consomme de l'huile de coco? Vous pouvez tout à fait vous passer de l'huile de coco qui apporte peu d'éléments nutritionnels exceptionnels finalement par rapport à une autre huile végétale si vous êtes omnivore ou végétarien. Maintenant, les végétaliens, les véganes, ben voilà quelques conseils. Maintenant, les flexitariens, les végétariens, vous pouvez aussi appliquer ces conseils. Consommez de l'huile de coco avec modération, tout simplement parce qu'il faut respecter les 30% de vos apports caloriques en lipides par jour. Alors, sauf le cas, je le dis tout à l'heure, du modèle cétogène et low carb, mais sinon, vous la réservez à vos préparations crues, type Energy Ball, ou alors vos fonds de tarte, ou vos pâtisseries crues, ou pourquoi pas un coup de temps en temps dans le smoothies du matin. Et puis, pour toutes les cuissons de manière ponctuelle, c'est-à-dire vous alternez avec l'huile d'olive. Même si je mange 80% cru, gustativement parlant, on va dire, j'aime bien certains mets cuits avec l'huile de coco parce que je trouve que ça leur donne une saveur particulière. Comme par exemple, quand je vais chercher les pommes de terre nouvelles dans le jardin, eh bien, avec beaucoup d'ail et de persil, l'huile de coco, ça leur confère un fumé très, très particulier. Je sais que les végétariens, ou en tout cas quand on l'était, on aimait beaucoup les œufs au plat avec l'huile de coco. Je cuisine encore par exemple des lardons de tofu avec l'huile de coco. Et puis bien sûr les beignets, donc que ce soit des beignets de tempeh, des beignets d'ananas, de pommes, de salés ou sucrés, des beignets de fleurs de courgettes. Ah oui, alors je dis des bêtises finalement, j'en consomme au moins 2 fois dans l'année des beignets. Voilà. Donc, tout comme les huiles végétales en général, choisissez-la bien, c'est-à-dire vérifiez sur le pot que c'est une huile vierge, extraite à froid, pour bénéficier d'abord de sa vitamine E et de ses agents antibactériens, et puis parce que c'est un excellent neurotransmetteur et un cicatrisant buccal, donc autant en profiter. Éliminez de vos placards les huiles de coco désodorisées, c'est-à-dire l'huile de copra, qui est riche en acides gras trans, parce qu'elle est partiellement hydrogénée, on l'a vu tout à l'heure, et donc délétère et nocive. En dehors de la cuisson, privilégiez les huiles riches en oméga 3, c'est-à-dire l'huile de lin, l'huile de noix, l'huile de colza, en oméga 9, l'huile d'olive, l'huile de colza, l'huile de sésame, attention, crue, non toastée, s'il vous plaît, parce que ça, c'est pareil, ça altère les graisses, les acides gras. Je vais vous faire un petit mémo avant de conclure, assez délicat, sur les différentes graisses qui mettront, ça va remettre en mémoire certaines connaissances à ceux qui ont lu mon premier livre, parce qu'on a pendant très longtemps accusé les graisses, toutes confondues, et encore en plus dans les formations des diététiciens et des nutritionnistes, à partir des années 70, d'un large éventail de mots, c'est-à-dire de
soucis, de problèmes, de négativité, de nocivité, on a accusé les Graisses de tout ça. Et les régimes amincissants voulaient carrément les exclure. J'ai vu des gens qui ne consommaient plus du tout d'huile et qui avaient terriblement vieilli d'ailleurs en repensant à tout ça. Donc au fil du temps, ce discours a légèrement changé. On est même passé pour certaines personnes au low carb, c'est-à-dire à l'opposé, en réagissant bien du fait que les glucides apportaient des réserves de surpoids. Donc, on a peu à peu fait la distinction entre différents types d'acides gras qui existent. Donc, certains sont à privilégier, c'est pour ça que je voulais faire un petit mémo pour que vous compreniez bien. Ce sont les oméga 3, ça, je pense que vous l'avez bien retenu, en rapport avec les oméga 6 qui, eux, sont en excès dans l'alimentation occidentale. Donc, les oméga 3, les oméga 6 et les oméga 9, ce sont des acides gras essentiels ou alors polyinsaturés. Et ils sont très présents dans certaines huiles, je viens de te citer, pressées à froid. Une fois qu'elles sont ouvertes, ces huiles, il faut que vous les conserviez au frigo, parce que sinon, à température ambiante, elles s'oxydent, contrairement à l'huile de coco. Certains ne sont pas limités, donc c'est les acides gras saturés qui sont surconsommés dans de nombreux pays d'Europe, mais aussi d'Amérique du Nord, de par nos habitudes de consommation. À l'état brut, on en trouve dans tous les produits laitiers. Le lait, le yaourt, la crème, le beurre, le fromage, dans la viande et dans la charcuterie. Alors oui, petit rappel, le jambon est une charcuterie, ainsi que dans l'huile de palme et dans l'huile de coco, mais avec des chaînes différentes, je viens de vous l'expliquer. Donc, il faut également garder à l'esprit que les acides gras saturés se cachent dans beaucoup d'autres produits, dont les produits transformés et les produits industriels, donc les plats préparés, les biscuits, les gâteaux, la mayonnaise, la margarine, mais aussi ce qu'on trouve en boulangerie, pâtisserie, où les graisses trans permettent des super feuilletages, du brillant, du craquant, etc. Donc, si on prend le temps de lire les étiquettes des produits, mais qu'on ne voit pas en pâtisserie, donc il faut toujours y songer, et qu'on voit apparaître le terme graisse végétale, il s'agit en grande majorité, alors pour 96%, pour ça je dis une grande majorité du temps, de l'huile de palme ou d'une huile de coco de copra. Les acides gras saturés font partie des facteurs responsables des différents troubles métaboliques, donc cardiovasculaires, mais aussi inflammatoires, quand vous souffrez de vos articulations, etc. C'est lié, vous souffrez de vos jambes, vous souffrez, voilà. Donc on les accuse notamment de faire augmenter le taux de cholestérol de type LDL, que dans l'étude scientifique ils appellent mauvais. Bien sûr, comme beaucoup de produits, c'est l'excès qui est néfaste et non la substance elle-même. Notre souci de médecin aujourd'hui, c'est de déterminer la notion d'excès avec les patients, tout simplement parce que elle est différente selon les individus, selon son poids, selon sa taille, selon son âge, selon son sexe. Alors, les acides gras saturés doivent constituer moins d'un quart de votre consommation quotidienne en acides gras, et bien souvent, elle est supérieure à cette limite. Donc, faites super gaffe. Donc voilà, ce petit mémo sur les acides gras posé, on va pouvoir se plonger dans notre huile de coco, dans la conclusion. Donc, conclusion, utilisation en usage externe de l'huile de coco, en usage interne d'abord, pour cuisiner, cuire, frire, pour 25% de vos apports nécessaires, favoriser la digestion et l'assimilation des nutriments qui constituent une source d'énergie saine et rapide. Excusez-moi, voilà, un petit bug avec le vent. Favoriser la perte de poids en cas d'obésité, car elle stimule l'activité cellulaire et le métabolisme basal. Donc, c'est fait aussi une source intéressante pour les sportifs. Elle assiste le système immunitaire pour combattre les infections. On l'a vu tout à l'heure. Elle réduit la charge sur le pancréas,
puisqu'elle va directement agir avec le foie. Elle réduit la charge aussi sur l'activité enzymatique. Ça, je ne l'ai pas dit, c'est très intéressant. Elle se digère bien. Même d'ailleurs en cas de faiblesse hépatobiliaire et intestinale, j'entends une hépatite virale ou qui ont des soucis de foie gras. Voilà. En usage externe maintenant, elle nourrit la peau, elle la rend lisse et souple, elle réduit la charge, elle réduit le, elle agit sur le vieillissement, donc les rides, les taches, les vergetures de la peau, elle renforce les cheveux, elle les rend brillants, elle diminue les pellicules, et puis c'est une super huile de massage, en plus ça sent bon, on a l'impression de se retrouver sur les îles. Donc voilà, l'huile de coco non raffinée est excellente pour bien des points. Elle se conserve jusqu'à 24 mois hors frigo, même quand elle est ouverte, parce qu'elle est constituée justement à 95% d'acides gras. Bon, on va rester sur les chiffres de tout à l'heure, à plus de 80%. Certaines 95% quand elles sont vraiment au top du top. Elle résiste à l'oxydation, donc ça veut dire qu'elle ne rancisse pas, il n'y a pas besoin de les mettre au frais. Et puis par un procédé de fabrication très très respectueux, cette huile de coco vierge a été isolée sans y mettre des aflatoxines, sans y mettre de solvants chimiques, sans faire de désodorisation à la vapeur d'eau. Bref, l'huile de coco vierge, préfère froid, a un goût absolument divin, subtil, diront certains gourmets, et authentique de la vraie chair de coco fraîche. Et c'est un régal. Voilà, bon appétit. Ciao, ciao, à tout bientôt les loulous.